seulement, mais travailler pour créer des choses en plein des jeunes. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la dernière de cette semaine. Les grandes gueules au grand complet du vendredi pour vous servir, décrypter avec vous les éléments même les plus touffus de l'actualité. Des experts au besoin, les chroniqueurs pour l'habitude. Ils sont là, bien nombreux, bien nombreuses. Parce que je respecte bien cette logique du genre. Mafoudier est là, allez comprendre, allez savoir pourquoi. Nous sommes donc heureux de vous servir encore ce matin. Vous pouvez réagir à cette émission au hashtag Espace GG pour les usagers de Twitter ou carrément sur Facebook. Nous avons désormais la possibilité de lire vos messages et de les relayer à l'antenne si vous n'avez insulté personne. Et puis, pour terminer avec le chapitre des réactions, ce sera au plus 224 657 39 13 13. Vous qui souhaitez réagir par SMS, votre avis également sera pris en compte dans le cadre de cette émission. C'est donc fait, nous connaissons désormais les pièces du puzzle gouvernemental avec l'arrivée des 6 derniers. Parmi eux, 3 acteurs bien connus pour leur participation à l'animation de l'opposition politique en Guinée et 8 femmes sur l'ensemble de la nouvelle équipe. Des nominations qui illustrent bien la volonté du CNRD de souscrire à une gouvernance feutrée à l'inclusivité. L'inclusivité comme prémisse à la réconciliation nationale réclamée à corps et à cri par plusieurs acteurs de la vie publique guinéenne. On pose la question bien simple. La réconciliation nationale, pourquoi et comment? Tenez-vous bien, un expert prend la parole ce matin sur nos antennes, c'est Ibrahima Seck. Il est expert en gouvernance et consolidation de la paix. Il est également le point focal du comité international des États fragiles. Avec lui, nous aborderons de long en large la question de la réconciliation nationale, mais aussi celle du concept d'État fragile. Il nous dira ce que c'est. Ce sujet-là et bien d'autres viennent étoffer le menu des grandes gueules de ce matin. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous pratiquer, bienvenue. Et c'est avec nos amis des matins, Djiba Milimouno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Cette fois, il n'a pas oublié le micro. en face de lui, Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. J'ai su que tu étais à l'antenne hier, tu as présenté le journal, bravo. Ben, c'est comme tous les jeudis, oui. Tous les vendredis, tous les samedis. D'accord. Et je crois, peut-être c'est hier, Tamba est rentré un peu plus tôt à la maison à 22h. Il a coïncidé au journal. Merci d'être rentré un peu plus tôt hier. Non, mais au-delà de te charrier, oui, je suis bien le journal de Daouda Mohamed Kamara. Merci. Il faut le suivre pour savoir de quoi je parle. Mon cher Caps, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. En 30 secondes, je voulais vraiment lancer une invite rapide aux organisations des tenanciers de bars, motels, etc. Tu as dit motels? Oui, les motels, les bars, les boîtes de nuit surtout, etc. Les boîtes de nuit surtout, les espaces culturels. Des établissements. Oui, certes des établissements de loisirs, mais je vais rentrer un peu plus en profondeur là-dedans pour leur demander à ce qu'ils respectent un petit minimum dans le cadre qu'ils ont en fait. Parce que quand vous prenez des quartiers, il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas vendredi, il n'y a pas samedi. Ils oublient que les gens vont au travail le lendemain. Ils mettent la musique toute la nuit, ça dérange le voisinage. Et puis au-delà de ça, les véhicules sont garés n'importe comment. Mais il y a un minimum à faire. Quand on crée une boîte de nuit, il faut faire de sorte que le son ne sorte pas et que ça ne dérange pas le voisinage. Il faut la sonoriser. L'insonoriser. Voilà. Et même les espaces culturels, il est important que ces gens-là, moi je les invite à une plus grande responsabilité parce qu'après tout, nous, ils nous dérangent. Mais ce qu'il dit, c'est fondé. Hein. Mais après, ça ramène le débat sur l'emplacement. L'emplacement, c'est important. Parce qu'au niveau des habitations, par exemple, on ne peut pas mettre... Je suis d'accord. Riez comme vous voulez, Caps, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est bien logique. Ça dérange. Ailleurs, dans d'autres pays, on ne le fera jamais. En fait, c'est compliqué parce que tu as des gens qui vivent presque dans les boîtes. Ah, je comprends. Je comprends vraiment pas. Je crois qu'il tu peux pas comprendre. Je crois qu'il est rentré.
Daouda, Oui. explique-lui. Je crois que Caps est rentré un peu plus tard pour une fois, et il a traversé, ou quelqu'un l'a transporté dans un endroit où il a tardé. Sinon, une boîte de nuit, en tout cas, je vais te dire, non, je vais terminer là. Oui. Une boîte de nuit, puisqu'il a cité des boîtes de nuit, Oui. des motels. Depuis quand tu es devenu le défenseur des boîtes de nuit? En quoi j'ai défendu? Mais tu sais ce que Une boîte de Tamba a nuit. fait de toi un expert des boîtes et des Une motels. boîte de nuit. Les grandes gueules. Une boîte de nuit, même si vous venez vous arrêter au mur, vous n'entendez pas de la musique. Non, La si, musique que vous entendez, la musique que vous entendez dans votre quartier, peut-être c'est le Dembadon, Ça peut-être aussi. que D'accord. c'est Farayari. Cap, c'est Non, ça. non, je sais bien de quoi je parle. Les gars, c'est bon. Je pense que c'est Antoine. Tu es là et puis il parle de motel, de boîte de nuit. Non, mais C'est pas très respectueux, ça. Faut pas me comparer à Daouda. Non, quand même. D'accord. Comment ça va, Antoine? Non, mais tu es forestier, tu es forestier. Non, Tu es forestier. rime à motel. Les grandes gueules. Respect pour nous. Hein, une chose. Mais lui-même, il est quoi? Tamba, je suis un homme marié. D'accord. Assez D'accord. correct, Tamba. Oui. Donc les motels et bars, Oui. c'est pas mon truc. D'accord. Ça fait longtemps que. Bienvenue. Non, ça va. Il y a ma femme qui est à l'écoute là. Oui, d'accord. Il dit bien, ça fait longtemps, je suis pas Non, mais passé. pardon, il termine. Moi, j'ai pensé juste Caps quand il a commencé. Pour moi, quand il a dit motel, Oui. je m'attendais à quelque chose de grave. Oui. Vous aussi. Quand il a dit d'arrêter la musique, Oui. il dit, mais Caps aussi. Il n'a pas dit d'arrêter. Pourquoi il a les barbes? Non, mais Les grandes gueules. Bon, les gars, Marc, ça va? ça n'a rien à voir. Bon, je vais couper vos micros. Ça va, Tamba, je vais super bien. D'accord. Merci de nous donner cette bonne humeur ce matin. Mais ce que Caps dit, c'est logique. D'accord, mais en même temps, tu sais, en fait, Antoine essaie de te dire, mais Caps, il y a de bien plus graves problèmes que ça, quoi. En plus, ça, c'est pas un problème. Merci, merci en tout cas. Et puis la Djadia nationale qui est en retard ce matin. On attend qu'elle s'installe. Bien. Voilà. Bonjour Djadia. Ça va? Oui. Ça va bien? Tu vois, il T'avais faut... besoin de ça? Non, mais faut Une suivre- mise en scène. faut quoi. suivre l'heure. Bienvenue. Sinon, les gens m'ont vu venir à moto. Ah, d'accord. Ils ont compris. Tu n'as pas besoin de le dire. Et puis il y a Caps qui trouvait que les motels faisaient trop de bruit dans le quartier. Bon, non. Motel qui C'est font une Boîte de nuit, c'est chroniqueuse différent de du l'émission. motel. Elle a parlé de boîte de nuit, de motel. Il a parlé des deux. L'emplacement. On va- Qu'on mette une boîte de... Non, on lui explique, parce que quand on compte sur vous, vous allez tout déformer. D'accord, Caps dit que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des boîtes de nuit à côté, par exemple, des habitations, et le son qui sort dehors, c'est pas forcément agréable. Il parle pas forcément des boîtes de nuit. Et même les boîtes de nuit et les motels aussi, lorsque c'est par exemple placé dans un quartier où il y a des enfants et de la fréquentation, il faut des espaces pour certaines activités. On ne peut pas mettre ça partout. C'est comme une cohabitation entre motel et motel. Oui, Djadia, ça t'inspire quelque chose? Non, mais c'est vrai que il y a certains milieux, c'est comme les écoles, c'est comme les boîtes de nuit. Ça doit pas être au milieu des populations, au milieu des habitations. Il y a un problème d'insonorisation, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Normalement, quand la sonorisation est bien maîtrisée, c'est comme à la radio. Vous avez le studio, vous fermez la porte, vous parlez de sorte que quel que soit le bruit qui est dehors, on ne l'entend pas. C'est ça le souci. Mais en même temps, c'est un problème culturel. Je pense qu'on ne devrait pas mettre des motels. Discrétion. Hein. C'est pour cela que ça doit être en zone. Il y en a qui partent, par exemple, selon des explications qu'on a pu avoir à un moment donné, qui préfèrent aller à Dubreka, qui préfèrent aller. Il y en a qui préfèrent s'éloigner, sortir de Conakry, aller à Dubreka, aller. Bon, les gars, voilà, alors, je vais couper. Moussa Hiro a bien dit, selon ces informations. Voilà. Et puis, il y a un grand connaisseur des motels qui nous a écrit. C'est Tidiane, l'ancien responsable. Il faut bien préciser, pour la crédibilité de mon information, c'est Tidiane des TP, ministère des TP. Maintenant, il n'y est plus. Il dit, mais dans les motels, ça ne fait pas de bruit. Il dit, je signe et je persiste. Ça ne fait pas de bruit. Là-bas, tout est calme. Les grandes gueules. Et donc, on va avancer, mon cher Daouda. On a eu
on sait que désormais, enfin, le gouvernement, il est complet. Oui. Je crois que c'était 8 nominations hier, si l'on inclut celle du secrétaire général aux affaires religieuses et son adjoint. Oui, effectivement, il s'agit entre autres de Moussa Magasuba, ministre des Mines, et Alpha Souma Bildessam à la culture, Aminata Kaba à la télécommunication, Abessila à l'énergie et aux hydrocarbures, Alpha Diawara aux affaires religieuses, Alpha Ousmane Ba, adjoint aux affaires religieuses, Ousmane Diallo, ministre de l'Habitat, il faut dire que c'est Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Alors, c'était les nominations d'hier qui viennent compléter ainsi les 25 départements ministériels, mais aussi les 25 départements ministériels et les secrétariats généraux. Et 2 noms ou 3 noms retiennent bien les attentions. Il s'agit d'abord de Abessila. On sait que la charte a dit que toutes les personnes qui prennent part aux différents organes de la transition ne sont pas candidats aux élections qui s'organisent directement après la transition. Donc, ça nous dit ici que Abessila renonce à sa candidature après la transition. Peut-être qu'il va revenir après le président qui sera élu, l'autre élection qui sera organisée, il va revenir si vraiment la charte est respectée. Et Ousmane Gawal Diallo, voilà ce monsieur quand même que nous connaissons encore très bien, parce que c'est un ami de la presse, c'est un ami des hommes des médias, parce qu'il a arpenté tous nos studios et tous nos plateaux de télévision du pays avec son rôle qu'il a joué au sein de l'UFDG. Et ça surprit certains, mais pour beaucoup non, parce que on sait que depuis sa sortie de prison, Ousmane Gawal ne fume plus au même calumet que l'UFDG. Il y a eu... Ah bon, Daouda? Oui, bien sûr. Bien sûr, depuis sa sortie de prison... Il n'a pas fait de déclaration qui puisse attester de cela, Daouda? Oui, on n'a pas forcément besoin de déclaration pour comprendre qu'il y a un fossé qui se crée entre les compagnons. On a vu Ousmane Gawal Diallo, depuis sa sortie de prison, d'abord en prison avec le mémo qu'ils ont écrit par rapport à leur situation, mais aussi à l'appel qu'ils ont lancé à leur père afin de privilégier le dialogue pour la quiétude sociale dans notre pays. Il y a eu des dénonciations, il y a eu des gens qui ont trouvé que c'était pas normal qu'ils le fassent ainsi. Mais ils se sont défendus quand même. Pourquoi ils l'ont fait et quelle était leur motivation? On sait que depuis un certain temps, il nous a été rapporté, pour ceux qui sont fréquents du côté du palais Mohamed VI, Mohamed V je vais dire, il nous a été rapporté, Ousmane Gawal y a été aperçu, pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. Il a été aperçu du côté du palais Mohamed V. Et Alpha Souma Bildessam, qui est quand même un des cadres du bureau exécutif de l'UFR, de l'Union des forces républicaines de Sidia Touré. Il y a cette question qu'on peut bien se poser à son niveau. Contrairement à Abessila, Ousmane Gawal et Bildessam étaient bien des politiques, mais pas des premiers responsables. C'était des cadres des partis politiques, mais Abessila, lui, il est carrément le président. Mais attention, Ousmane Gawal, c'était un des... Mais maintenant qu'il n'y est plus, je pense que ça va changer, mais il était quand même un des pionniers, hein, oui, des responsables. un des pionniers, mais il n'était quand même pas... C'est son départ de l'UFDG. Oui, mais s'il est ministre. S'il est ministre aujourd'hui. Il ne pourra pas agir à l'intérieur d'un parti. D'un parti politique. Si je dis Ousmane Gawal, c'est bien un cadre, mais un cadre bien supérieur, comme je peux me le permettre, au sein de l'UFDG à un moment donné, mais il n'était quand même pas le numéro 1 qui candidate pour la présidentielle. Donc lui, aujourd'hui, se détacher pour aller à la transition, il n'y a pas de crainte que l'UFDG cherche un autre candidat. Celui d'Alain Diallo, il est là déjà. Donc Ousmane Gawal Diallo et Alpha Souma et Bildessam qui vont... Qu'est-ce qu'on a relevé, puisqu'on en parlait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a relevé? Il y a des nominations aujourd'hui. On a vu beaucoup de personnes qui ont été parachutées, qui sont arrivées des autres institutions, qui ne connaissent pas même le département qu'ils viennent occuper. Mais pour le cas, par exemple, du nouveau ministre de Mines,
que je connais un peu, pas assez, Moussa Magasuba, c'est quand même quelqu'un qui connaît la boîte. D'accord. Qui connaît la boîte parce que il y travaillait déjà. Il y travaillait déjà et c'est un cadre, en tout cas de ce que je sache de lui, c'est un cadre qui connaît bien le milieu des mines parce qu'il a travaillé depuis bien avant d'ailleurs l'arrivée du ministre sortant Magasuba aussi. Il était là et il a gravi assez d'échelons au sein du département. Donc il n'a été que propulsé à un niveau. Parfait. Et à un niveau dans un domaine, dans un département qu'il connaît déjà. Et pour les autres, on attend bien de savoir quelle va être l'harmonie, la symphonie qui va exister entre eux et les cadres du département, notamment les secrétaires généraux, les chefs de cabinet et autres, les cadres techniques, pour savoir quelle orientation ils vont donner désormais à nos différents départements ministériels et pour quel bonheur. Absolument, mon cher Caps, je pense que Daouda, il nous passe le bon mot, il parle d'harmonie, il parle de symphonie. C'est le plus gros défi finalement de ces ministres qui arrivent. Effectivement, c'est le plus gros défi et avant de rentrer un peu en détail dans ce qui ressort comme symphonie, j'aimerais quand même dire qu'aujourd'hui, quand on regarde très bien ce nouveau gouvernement-là, j'ai comme l'impression que Mohamed Beavogui, qui est par exemple le Premier ministre, voici un très bon profil, au bon endroit, mais à mon sens, au mauvais moment. Quand on prend le gouvernement lui-même, avec les nominations, quand on voit les différents profils, Daouda parlait du nouveau ministre des Mines qui était DG, de la SAG, etc. Quand on voit les profils des gens, on sent que c'est des très bons profils, qui ont d'ailleurs un profil de ministres qui sont bons dans des gouvernements de développement, des gens qui sont là, bien entendu, pour développer le pays, je les sens plus des gens qui viennent pour une transition, pendant qu'ils ont le potentiel de faire beaucoup mieux qu'une transition pour pouvoir véritablement développer un pays. C'est pourquoi je parle des gens qui ont le bon profil, qui sont au bon endroit pour la plupart, mais qui ne sont pas au bon moment en réalité pour que je suis en train de ressortir ces faits-là. Mais je ne crois pas en termes de compétences. C'est mon avis, hein. Je ne crois pas en termes de compétences que ce gouvernement ait pu être plus compétent que celui que l'on avait. Quand on regarde, par exemple, pourquoi il faut le dire, quand on prend le gouvernement précédent en termes de comparaison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ministres qui se retrouvaient là, pas parce qu'ils avaient forcément la compétence qu'il faut, mais parce qu'ils ont tout simplement mouillé le maillot. À part Bantama, qui d'autre est-ce qu'on peut citer? Peut-être qu'on peut... Moi, je pense Zénab, qui était au ministère de l'enseignement technique, etc. Donc il y a certains ministres qui étaient un peu dans cette logique-là. Moi, je vois plus un gouvernement de développement avec le choix des profils, etc., qu'un gouvernement qui va un peu plus vers cette transition-là. C'est ce qui fait que même quand on regarde un peu le discours de prise de fonction de certains ministres, on se rend compte que ces gens sont plus dans un profil de développement parce qu'ils rentrent dans certains détails au point que moi, des fois, je me dis, est-ce que ces gens ont véritablement compris l'enjeu de la mission qui leur sont confiées. Mais on va faire de la transition, mais il faut quand même que le bateau continue. Je sais, il faut que le bateau continue à avancer, mais quand on les écoute, eux, c'est pas justement que les affaires courantes soient là, qu'il y ait une vraie refondation de leur administration, etc. Mais ils vont beaucoup plus au-delà de ça. Lorsqu'à Fakonde dit qu'on a écrit 2040, il sait qu'il ne sera pas dans 2040. Il pose des bases, ce sont des jalons qui sont posés. L'État de la Constitution. Je suis d'accord. C'est un gouvernement de transition qu'on ne va pas poser des actes. Je suis bien d'accord avec ce qu'Antoine dit. Je suis d'accord ce qu'il est en train de dire. Alors, pour terminer, il faut dire quand même qu'en réalité, il ne suffit pas seulement d'avoir ces compétences-là à la tête de ces départements ministériels. Daouda parlait de cette symphonie, parce que au sein de chaque département, on a des secrétaires généraux qui sont là, les directeurs, etc. Et cela m'amène à ressortir une étude qui a été menée auprès de 23 000 résidents aux États-Unis. Quand on prend les États-Unis, on sait que c'est quand même un continent en termes managérial qui est beaucoup plus développé. Et quand on ramène cette étude-là, pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, quand on ramène cette étude qu'on compare à une équipe de football, par exemple, il est dit que il n'y a une équipe de football est composée de 11 joueurs. Donc quand on prend, il n'y a que 4. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le foot. Voilà, 11 joueurs. Effectivement, il n'y a que seulement 4 des 11 joueurs sur le terrain qui sauraient véritablement c'est quoi leur objectif quand on a mené l'étude au sein de ces résidents, des 23 000 résidents américains qui étaient dans les grandes organisations. Seuls des 11 joueurs sauraient quel était véritablement leur objectif. Et plus loin, ils vont pour dire que seuls 2
sur les 11 y attacheraient de l'importance et seulement 2 seraient dans quelle position ils jouent et seraient exactement ce qu'ils étaient censés faire. Ce qui ressort qu'il n'y avait finalement que 2, que parmi tous les 2, parmi tous les joueurs. On peut d'ailleurs voir cette restitution de l'étude maintenant même sur notre écran. Oui. Effectivement, et donc tous les joueurs, sauf 2, seraient en quelque sorte en compétition contre leur propre équipe que plutôt d'être en compétition contre l'équipe adverse. Donc ce qui ressort que ces nouveaux ministres sont là, certains ne les voient pas bien, il y a certains secrétaires qui sont là, certains directeurs, etc., pour leur propre intérêt, au lieu d'œuvrer à aider justement le ministre avec la nouvelle vision, ses nouvelles ambitions, à faire de sorte qu'on puisse mieux réussir cette transition, ils vont tout de suite s'opposer contre ces gens-là. Et donc je dis, pour terminer avec cette étude-là, que l'enjeu, le véritable enjeu reste l'instauration d'une dynamique positive au sein de cette équipe gouvernementale. Et pour terminer sur ces différents propos, il faut quand même ressortir une certaine cohérence un petit peu dans l'attitude du CNRD quand le président Doumbouya à l'entame disait avec le CNT qu'il faut 30% de femmes dans le gouvernement, et avec ces 8 femmes qui viennent sur les 27 au total, on a à peu près 29,62% de femmes dans le gouvernement, ce qui fait à peu près les 30%. Pour moi, ça ressort un petit peu une certaine cohérence entre ce qu'il avait annoncé et les actes qu'il est en train de poser. Bref, c'est incarner le changement qu'on veut voir dans toutes les organisations. MAF, 29,62%, ça va? C'est ce qui est dit, mais moi je pense qu'on aurait pu faire mieux. Sincèrement, on aurait pu faire mieux parce qu'il y a de quoi. Parce qu'à un moment donné, dans les pays comme le nôtre, où il y a encore beaucoup de soucis par rapport à cette justice les femmes sociale. Sont quand même, je crois, minimum 52%. 52%. C'est vrai que c'est ce que je disais, on parle d'un quota de 30%, mais moi je pense sincèrement qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Parce qu'en fait, c'est pas comme si on était en manque de potentiel du côté féminin. Donc on peut faire mieux parce que c'est une manière de briser ce plafond de glace, de verre. Souvent, on se dit que, imaginez, vous avez 27 départements, vous avez 8 pour les femmes. On se demande, qu'est-ce qui fait que on n'a pas plus de femmes? C'est vrai que certains diraient ça s'explique pas, ce qu'il faut c'est les compétences. Oui, c'est les compétences, mais justement ces compétences-là on peut en trouver dans les deux camps. Donc justement il va falloir aller un peu plus. Ça permet de donner de l'espoir, ça permet parce on avance certes, mais je pense que c'est minime. Les avancées sont minimes, on n'est pas assez audacieux dans le choix des femmes. Et moi je pense qu'il faut le faire. Il faut aller vers ça. Je vais pas m'étendre là-dessus, je dis juste qu'on aurait pu mieux faire. Et comme il y a encore des postes qui restent, moi je pense que Doumbouya doit continuer cette logique et permettre aux femmes, parce que si c'est fait aujourd'hui, dites-vous que demain, on ne reviendra pas en arrière, mais on avancera. Mais lorsqu'on a des petits pas, c'est difficile d'avoir de gros résultats, de bons résultats. Maintenant, pour revenir sur les différentes nominations, on a finalement notre gouvernement. C'est bon, c'était attendu, on les a, mais ce qu'on attend encore, c'est une feuille de route, leur feuille de route individuellement pris pour que chacun sache ce sur quoi il va devoir accentuer son travail pendant cette transition. C'est très, 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 très important. Et je pense qu'au bout, ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait des priorités. Qu'on ne se mette pas effectivement dans une logique de changer la Guinée pendant une transition. Parce que ce n'est pas possible. Ce qu'on demande déjà, c'est de pouvoir mettre les bases. Et évidemment, pour faire n'importe quel travail, là je rejoins Caps quand il parle de cette synergie d'action qu'il va avoir, parce qu'on peut avoir deux sortes de difficultés aujourd'hui. On a un ministre qui vient dans un département, certes, qui ne maîtrise pas, mais qui peut s'en sortir. S'il a autour de lui une équipe qui accepte de travailler pour le bonheur de la Guinée. 2, si lui-même il ne prend pas de haut les gens qu'il a pris parce qu'il a telle expérience ou autre. Il faut en fait... Mais ça reste la responsabilité du ministre, MAF. Mais sauf qu'il y a des ministres qui pêchent par là. Non, ce que je veux dire justement, c'est qu'il faut avoir la capacité de mettre dans l'action tous ceux qui sont placés sous leur responsabilité. Mais on a vu des ministres en Guinée qui s'entendaient avec tout le monde sauf les cadres de son département. Des fois, on avait l'impression qu'ils travaillaient en solo. Mais quand c'est comme ça, à quel résultat vous vous attendez?
Il y a des gens qui sont venus avec leur background, avec leur CV, tout ce qu'on connaît autour, mais en même temps, il est important d'accorder de l'importance, de respecter les cadres qui sont dans les départements, qui ont fait 15 ans, 20 ans, qui ont une expérience forte de ces domaines. Donc c'est pas parce que peut-être ils n'ont pas fait Harvard, qu'ils n'ont pas fait autre chose, qu'ils n'ont pas la capacité. Il faut sortir de cela. Il faut donner de l'importance à chaque action pour que justement on ait ce résultat tant escompté. En fait, il faut une synergie d'action tant au niveau des départements, tant au niveau du gouvernement globalement, tant au niveau de la nation même, c'est-à-dire le président, le gouvernement et au niveau des gouvernements, les départements. Tant qu'on ne va pas vers ça, ça va être difficile. On a les nominations, il y a des gens qui font l'unanimité, d'autres non. Pour d'autres cas, on se dit, est-ce qu'il a bien fait le choix? Mais on ne peut pas juger. Tout ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir observer et voir si effectivement la mayonnaise va tenir. Ils vont pouvoir nous proposer quelque chose pour maintenant aller de l'avant. Absolument la capacité, la possibilité de faire prendre la mayonnaise comme Maf nous le dit. Mais Djiba, il y a quand même cette autre préoccupation. Abessila, le risque d'une collision d'intérêts se pose. Il est ministre de l'énergie des hydrocarbures, de l'hydraulique, je ne sais plus. L'hydraulique, absolument. Et finalement, on sait aussi qu'il a investi lui-même comme entrepreneur dans ce secteur. Oui, tout à fait, avec le projet Tomo 3, qui à l'époque même qui avait été décrié pour dire que c'était marché de gré à gré, parce que les gens se posaient la question de savoir est-ce que c'était une concession ou bien est-ce que c'était un contrat de contrôle et comment est-ce que dans le même contrat qu'il avait paraphé directement avec le ministre de l'énergie à l'époque, est-ce qu'on prévoyait une garantie en cas de changement de régime, est-ce que AIS allait continuer la gestion. Donc je pense qu'il faudrait quand même que le gouvernement à ce niveau essaie de faire un détachement pour éviter un conflit d'intérêts. Parce que déjà, il est dans la chaîne et lorsque vous êtes ministre, il y a quand même ce traitement de faveur qui risque de s'opérer. Mais au-delà, je pense que pour ça, déjà, une action forte, c'est que Abessila puisse nous dire, preuve à l'appui, qu'il est démissionné de la tête de son entreprise. De son entreprise. Donc ça, il faut le faire rapidement parce que aujourd'hui, les gens sont en train de voir tout cela à la loupe par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc le projet, oui, maintenant, au-delà de ce projet, c'est son profil. Je pense que c'est son environnement, c'est son monde, parce que moi, je l'avais suivi lorsqu'il faisait des analyses sur le projet de Soapiti. Parce qu'à l'époque lui-même il disait que oui, la capacité installée en 2011 était minime par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est autour de 1000 mégawatts pratiquement, avec la capacité surtout de Soapiti qui est autour de 450. Vous avez Kaleta qui est autour de 240 je crois, et ainsi sans compter maintenant les barrages, les centrales thermiques. Donc c'est un homme qui connaît bien l'environnement. Je pense qu'il a aussi des entrées, parce que Abessila, pas que le politicien, c'est ce technicien qui était venu en 2010 que beaucoup avaient découvert. Donc je pense que là, il a l'occasion de mettre, disons, en pratique toute cette expertise-là et surtout d'engranger des points. Parce que certes, c'est un gouvernement de mission, mais n'oubliez pas aussi que vous ne verrez pas simplement organiser des élections. Je pense qu'il y a certes les affaires courantes, mais il y a quand même des projets qui sont là, qui attendent quand même qu'il y ait un leadership et qu'il y ait une réponse. Donc ça, sur le plan énergétique, je pense que de tout temps, et on aura besoin des ministres qui vont se lancer dans des projets. Sur le plan, par exemple, là où Mori Kondé aujourd'hui occupe, c'est une année. C'est une transition, donc nous avons des élections qui nous attendent. Il ne va pas simplement être dans la proposition. Il y aura des projets qui vont être faits, notamment le ministère de la Jeunesse également et tous les autres. Maintenant, le profil de AB, je pense que c'est un bon profil. Maintenant, on attend le maçon au pied du mur. Au-delà, vous avez Madame Kaba. Avant que vous continuiez, il y a justement cette réaction qui vient en appui de ce que vous dites. Bonjour mon frère, l'énergie, ça me pose un problème. Il est propriétaire, il parle de Abessila, il est propriétaire de Kaloum 5, je crois, sauf si le contrat a été stoppé entre-temps, mais j'ai vraiment des craintes, un nombre d'affaires en plus, il fera des affaires une fois en poste. Je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais ils se sont plantés là, c'est la vie. Justement, parce qu'il y avait même des spécialistes à l'époque qui avaient critiqué l'octroi de ce marché, donc je pense que Abessila devrait faire une communication rapidement descendante pour dire aux gens, attention, avec preuve à l'appui, je ne suis plus à la tête de l'entité, les grandes gueules, pour éviter les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est Madame Kaba. On en parle peu. Je me rappelle en 2013-14, je l'avais eu comme invité dans Mediasphère. Parce que, voilà, c'est la directrice générale adjointe à l'époque de l'ARPT.
Elle est pleine d'expérience. C'est une femme qui a voulu vivre dans l'ombre, mais on sait techniquement qu'elle est à la hauteur parce que nous, lorsqu'on l'avait reçue à l'époque, au-delà du fait qu'elle soit simple directrice, aussi elle est ingénieure. Donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans un environnement où il faut non seulement le profil, mais aussi au-delà du profil, il faudrait qu'on ait quand même une personne qui a la main à la pâte. Donc je pense que cette dame, c'est plusieurs années de patience et surtout qui a accepté de vivre dans l'ombre parce qu'à l'époque les gens disaient vous l'avez en Guinée mais comment elle peut se retrouver au bas de l'échelle. Je pense qu'aujourd'hui c'est cette patience qui est en train de payer et moi je la souhaite bonne chance. Maintenant sur les 30%, je pense que le président il avait dit, je pense qu'il est dans cette dynamique, dans cette fourchette. Il y a toujours un avant parce que lorsque vous devez monter les paliers, il faut respecter un peu les démarches. Non, mais maintenant, moi, les femmes n'en demandent pas trop parce que oui, non, je vais vous dire pourquoi. Elles sont certes autour de 52, Diadia, autour de 52%, mais en sortant d'université, c'est les effectifs sortants, c'est moins de 20%. Justement. Donc il y a aussi il y a plusieurs facteurs. Une réalité. Il y a des facteurs qu'il faut pas oublier aussi. Il y a l'abandon scolaire. Il y a des facteurs qu'il faut pas oublier. Tamba. Là, je parle des profils nommables. Justement, il y a l'abandon scolaire, il y a la pression, il y a le mariage. Vous aurez votre micro. Le mariage forcé, l'abandon scolaire. Vas-y, tu es sûr de passer à l'antenne. Oui, parce que souvent, non. Moi, je suis dans la dynamique des femmes. Lorsque vous êtes à l'école primaire, vous avez des amis, des femmes dans la salle. Mais lorsque vous arrivez à l'université, vous demandez, mais et Mariam ou X ou Y? On vous dit, ah bon, elle a abandonné, ou bien le mariage, le poids de la société. Mais il y en a qui arrivent, mais c'est peu. Moi, je ne veux pas tomber un peu dans la... Je ne vais pas tomber dans la tyrannie des chiffres. Je ne vais pas tomber dans la tyrannie des chiffres. Je ne vais pas tomber dans ça. Je pense que les femmes... Moi, j'ai dit, il y a des femmes 80% des sortants d'université sont des hommes. Justement, il y a une projection. Quand même, il y a une projection. Je pense que c'est à l'horizon 2035, 50-50. Il y a le projet même porté par la CEDEAO. Je pense qu'on va arriver vers là. Mais c'est progressif. Maintenant, pour finir rapidement sur est-ce que l'harmonie va y être, je pense que ce débat ne se pose pas, parce qu'on est dans une transition. Et l'erreur d'Alpha Condé, on a toujours le ventre mou, c'était le choix des hommes. L'harmonie même en studio ici, ça se pose. Oui, mais c'est un gouvernement déjà, on sait que c'est un gouvernement. Moi, là où j'ai eu de l'espoir, c'est que j'ai l'impression que le Premier ministre a les mains libres. Les grandes gueules. Si vous regardez les profils, vous dites tout de suite, Premier ministre... Faut pas croire. Hein. Oui, vous dites tout de suite, le Premier ministre, quand même, on a donné le pouvoir de faire des choix. Moi, j'ai pas un problème avec l'harmonie. Au contraire, le problème, c'est où? C'est au niveau de la feuille de route. Moi, c'est là mon problème. Sinon, c'est sur la question de l'harmonie. C'est des gens qui sont indépendants, qui n'ont pas été choisis parce que vous avez mouillé le maillot pour avoir le 3e mandat. Il n'y a pas ce sentiment de redevabilité. On ne parle pas d'harmonie entre les ministres. On parle d'harmonie entre les ministres et leur cabinet. Je suis d'accord, parce que même moi, je suis passé dans un département il y a quelques jours où j'ai entendu un technicien qui est, je crois, chef de cabinet, qui disait, écoutez, on nous parachute des gens, on est là depuis des années. Après, ça, je suis d'accord à l'interne, mais sur quand même la dynamique qui est là, je pense que c'est des gens qui n'ont pas ce sentiment de redevabilité, qui savent que nous sommes là pour ça et il faut atteindre cet objectif-là. Maintenant, à l'interne, il faudrait quand même aussi faire la promotion de ceux qui sont en bas pour qu'ils montent. Sans problème, clairement, promotion des carrières, gestion de talent. Moussa Yeroba, il y a quand même deux figures. Est-ce que vous y attendiez? Bill Dessam, Ousmane Gawal Diallo répond d'abord à ça. Non, quand même, tu sais que je ne vais pas répondre à ça. Parce que tu sais que c'est incroyable en vous écoutant ce matin, Tamba. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis ça et tu souris du coin de la bouche parce que toi-même, tu ne crois pas en ce que tu dis. On a tellement de compétences. Ici, on a des femmes qui nous représentent aux Nations Unies. Mais en sortant on a des femmes qui sont un peu partout. Ne dis pas ça à toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Il y a suffisamment de femmes aujourd'hui, dans tous les organes de gestion, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les mines, vous avez vu les preuves. Un peu partout, il y a des femmes qui sont capables. On a vu une preuve. On n'a pas atteint. Oui, il y a des preuves. C'est celle que tu as vue, celle qui a été mise en exergue. Celle qui a été mise en exergue. Il y en a qui travaillent, qui ne veulent pas parler. On va l'écouter. Il y en a qui travaillent, qui ne veulent pas apparaître, qui ne font pas du matu-vu. On a tellement de femmes qui sont compétentes. Est-ce que vous voulez nous dire qu'on a moins de femmes compétentes que le Togo? Au Togo, la première ministre, on a une première ministre, on a comment on appelle la secrétaire générale, la présidente, c'est une dame, on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a une femme qui est médiateur de la République. Pas que je dise ça. Médiateur de la République, est-ce qu'on a moins de compétences que le Togo? On a des femmes aujourd'hui qui occupent des pays.
On a tellement de pays où des femmes sont chefs d'État aujourd'hui. Angela Merkel, vous avez vu le standing ovation qu'elle a pu créer au niveau de l'Union européenne. Sortez de ça, dire que c'est progressif. On a dit 30%, on n'a pas atteint les 30%. 29, c'est pas 30, on aurait pu faire mieux. 29,6, c'est 30. 29, c'est pas 30. Je suis désolée. On aurait pu faire mieux. Mais... Sur 25. Sur 25, vous avez 8. Pourquoi? La différence est colossale. 27. Sur 27, vous avez 8. 19 hommes pour combien de femmes? Alors, et vous savez ce qui est paradoxal? Je voulais juste vous attirer... On a suffisamment de femmes pour pouvoir jouer des rôles. Je ne sais pas faire avancer les choses dans ce pays. Vous n'avez pas besoin de dire que oui, moins de femmes sortent. Je pense que c'est du masochisme, tout ça. Oui, et c'est grave. Et c'est grave. Non, laisse-moi placer ça. Et c'est grave. C'est grave ce que vous faites. Je pense que si on veut vraiment mettre des femmes, si on veut mettre des femmes compétentes, on a vu des femmes qui ont... Vous avez vu, depuis que Hadia Echaba est passée à la tête du ministère de l'enseignement préuniversitaire, quel homme est venu faire mieux qu'elle ici, dans ce pays? Mieux, ça se mesure comment? Dites-nous, mieux, ça les se mesure compétences, comment? elle a fait en sorte que avant il y avait un mythe autour des sciences, des sciences techniques, des branches techniques dans ce pays. Il y avait un mythe autour de cela. Mais aujourd'hui, elle a encouragé beaucoup plus de femmes à y aller. Ça s'est ouvert, le mythe a été brisé, le tabou a été brisé autour de cela. C'est une façon de vous dire qu'il y a des femmes qui sont compétentes, qui sont capables de gérer des choses. On a vu peu d'hommes qui, après avoir été évincés, ou bien d'un gouvernement, ou bien après avoir, comment on appelle, appartenu à une sphère un peu élevée, on peut se relever, lever la tête, partir du bon pied. Dr Makali Traoré l'a fait ici. Elle a été... un mot. Non, mais non, permets que j'aille au bout. C'est mon temps d'antenne, quoi. Mais c'est on mon échange. temps d'antenne. Non. Elle a été directrice de campagne du président, de l'ancien président. Elle a été évincée. Elle a créé la plus grande plateforme, l'une des plus grandes plateformes de ce pays. Laissez tomber, ça arrive. Ça arrive. Ne prenez pas que le mauvais côté des choses. Nous avons des femmes qui sont compétentes. Vous avez été, comme on appelle, tous épatés ici quand Makali Camara est passé dans ce studio parce que vous étiez étonnés. Parce qu'elle ne fait pas du matu vu. Toi, tu n'étais pas là, tu étais en France, mais les autres étaient là. Ils étaient tous émerveillés. Parce qu'il y en a qui ne font pas du matu vu. Nous savons comment les gens font ici pour courir après les postes dans ce pays. Il y a des gens qui ne le font pas à cause d'une certaine dignité, à cause de l'amour de soi. Les femmes le font le plus souvent. Ne prenez pas un seul mauvais exemple. La dernière fois, je vous ai écouté, je n'étais pas dans le studio. Quand on a parlé des femmes, quelqu'un a sorti Nabaya. Est-ce que il y a combien d'hommes qui ont détourné ici? Exactement. Sortez de ça. Chaque fois qu'on a pays dans le sens positif du terme. Faisons comme le Togo. Le monsieur a eu un prix. On peut évoluer parce que oui, c'est mon temps d'antenne. Je choisis l'angle que je veux. Mais il faudrait qu'il s'arrête, s'il te plaît. Mais il faut répondre à la question. On ne choisit pas d'angle. Avançons et sortez de ça. Maintenant, je pense que le message il est clair. Hein. Fallait pas allumer la machine. Il faut savoir quand même que dans notre société, plus de femmes sont scolarisées au départ, mais à l'arrivée, 80 hommes sortent sur 100. Ça, c'est une autre réalité mathématique. Il ne faut pas le perdre de vue. Et Antoine Kourma, vous avez suivi aussi ces décrets. La question de Moussaïro, je te la renvoie. Permets, Maf. La question de Moussaïro, je te la renvoie. Est-ce que tu t'attendais à Bill de Sam ou à Ousmane Gawal Diallo? Les autres l'ont déjà dit. Il y a des nominations qui retiennent forcément les attentions. On a Abessila. On apprend qu'il a beaucoup démarché pour être là où il est aujourd'hui. Abessila qui a été président de parti politique et qui a été candidat aux élections en 2010, aux législatives en 2013, qui finalement s'est retrouvé au sein du RPG. Mais lui, il voulait de ce poste depuis un moment. Abessila voulait de ce poste. On apprend qu'il a démarché pour ça. Mais la grosse question, elle a été soulevée. Est-ce qu'il va abandonner tous aux USA pour un poste de ministre en Guinée quand on sait tout l'avoir ou tout le potentiel qu'il a aux États-Unis? Est-ce qu'il va tout laisser au profit de son pays par patriotisme, d'aucuns l'appelleraient ainsi? Voilà, l'inquiétude des gens, c'est le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts par rapport au fait qu'Abessila, qui est propriétaire, voilà, qui est dans les affaires et tout cela, là, il faudrait qu'il y ait une communication précise par rapport à cette clarté. Il faudrait qu'on sache si Abessila est toujours lié à Tombo 5 ou pas, ou est-ce qu'Abessila est toujours détenteur, est toujours propriétaire ou est toujours à la tête de son entreprise aux États-Unis pour venir en Guinée dans son pays.
De l'autre côté, vous avez cité Bill de Sam. Bill de Sam, c'est un artiste qui a fait les beaux jours du rap guinéen. Beaucoup l'ont connu avec le titre, je sais pas, Yankadida, c'est tout cela, mais il était complètement effacé. Bill de Sam, depuis plus de 10 ans, n'est plus au devant de la scène sur le plan musical. Il a fini par faire de la politique à l'UFR. Et là également, on a tous suivi ses pas avec parfois des prises de parole un peu rares. Il était au FNDC récemment, mais Bill, il faut le dire clairement, ces derniers temps, ce n'était pas trop la bonne forme. Bill de Sam, voilà, on a cité à un moment donné, c'était Maurice Sangaré qui était venu de Mamou et tout ça, on sait dans quelle posture. Bill de Sam, sur le plan culturel, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. C'est-à-dire, c'est un artiste. Le spectacle. Non, je pense qu'on va le voir à l'action avant. On va le voir, non. Parce que le monde culturel, pour avoir été artiste ou pour être rappeur, ça fait pas de toi forcément quelqu'un qui j'ai vu des prises de parole de Bill sur le plan culturel. D'accord. Il maîtrise son sujet. D'accord. Bill est très cultivé à ce niveau-là. Non, je parle pas de sa culture. Non. Je parle de la culture dans son entièreté. Non, quand je dis cultivé, c'est dans le monde culturel. Il maîtrise son sujet sur le plan culturel, mais à cela, on a ajouté le tourisme. Bill a été, je ne dirais pas qu'il a été gâté, mais on lui a donné des portefeuilles très lourds. Il a le tourisme, la culture également, l'artisanat et le patrimoine historique. Donc, à mon avis, c'est une grosse tâche, c'est un fardeau dont il hérite. On espère le voir à l'œuvre, on espère qu'il va démontrer à tous qu'il est compétent, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des guéguerres véritables au sein du monde culturel. On sait tout ce qui se passe. Beaucoup voulaient le poste, c'est lui qui l'a eu. On espère que ces petits conflits entre artistes ne s'invitera pas dans la gestion des choses. Et j'ai vu un de ses écrits où il dit que la politique, on fera moins de politique, il y aura du pragmatisme dans ce qu'il fera. On espère que c'est ce qui va se faire. De l'autre côté, le troisième... Il est fait patron de l'Aïe Junior Condé, Bill, qui a par ailleurs été condamné à 6 mois de prison sous le FNDC. Est-ce qu'il va rester à son poste encore? Ça, on n'en sait rien. Voilà. Donc, non, mais l'Aïe Junior, je ne crois pas du tout. De l'autre côté, par rapport au troisième nom dont on a parlé, le troisième qui a été cité, Ousmane Gawal, Diallo le Gorko Sousseil, c'est l'une des grosses surprises. Vous savez pourquoi j'ai été un peu surpris? Les grandes gueules. J'ai l'impression que le CNRD a fait exprès. Ils ont fait durer le suspense. Ousmane Gawal a été le dernier nom qui a été cité parmi les membres du gouvernement. On l'a gardé pour la fin. Non, mais ça veut rien dire, Antoine. Suivez mon analyse, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok. Il y a longtemps que j'étais dans le fil. Beaucoup déjà savaient qu'Ousmane Gawal serait ministre. On le savait déjà dans les coulisses. Mais on a attendu. Oui, et de ces départements. Attendez, je vais revenir. Il y en a qui savaient. Voilà. Donc on attend, on le met à la fin pour donner comme dernier nom. Je sais que forcément, soit dans les causeries, ça a été peut-être son vœu qu'on attende pour ne pas, connaissant un peu ce qu'il pourrait se dire à son sujet, disons-le clairement, Ousmane Gawal, sur le plan politique, a joué un grand rôle au sein de l'UFDG. Forcément, sa nomination au départ, elle a fait beaucoup de bruit. Est-ce le divorce entre lui et Seydou Diallo? Est-ce la fin du combat politique auprès de l'UFDG? Est-ce qu'Ousmane Gawal décide d'enterrer sa carrière politique au profit d'un poste de ministre quand on sait que la charte est claire? Non, mais il n'enterre pas sa carrière politique. Non, il pose une question. Se pose par rapport à ce choix qu'il fait. Maintenant, beaucoup se disaient que Ousmane Gawal était le profil idéal pour remplacer celui d'Alain Diallo. Certains se disaient qu'il est intéressé par le poste de président à l'UFDG. Est-ce qu'en étant ministre, cela serait possible désormais? Chose dont je doute fort, mais il n'est pas aussi exclu que ce soit le vœu de l'UFDG de le mettre au sein de la transition, parce que le parti ne voudrait pas rester en marge de cette transition. Ce serait bien qu'on ait des cadres au sein du système, au sein de la transition, pour un peu savoir comment les choses se déroulent. Donc ça peut être une politique de l'UFDG de mettre au sein de cette transition des hommes. Le cheval de Troie. Le cheval de Troie. Reste-moi Moussa Moïse. Non, c'est pas exclu. On est en politique. C'est pas grave. C'est normal. On fait de la politique. Dans la mesure où si on doit favoriser un certain nombre de partis, il faut faire de sorte que les autres partis aussi puissent être représentés. Avoir une seule représentation venant d'un seul parti politique. Et quand on parle d'inclusivité, et là c'est un problème. Tu n'as pas compris. Bill de Sam est de l'UFR.
Bill de Sam est de l'UFR, Ousmane Gawal également. Si on va sur la base de la représentativité, ce sont les deux partis forts. Ce sont les deux partis forts de l'opposition. Bill de Sam étant de l'UFR, Ousmane Gawal de l'UFDG, et même Yaya Sow de l'UFDG. Quand on prend sur le plan de la représentativité sur le terrain, l'UFDG est plus représenté que l'UFR. En termes Alors, c'est ce qui m'amène à te poser la question. Ce qui m'amène à te poser la question. Est-ce que, sur le cas Ousmane Gawal Diallo, est-ce qu'il a été nommé comme membre de l'UFDG ou comme d'ailleurs le communiqué l'a dit, comme consultant? Précédemment consultant du domaine informatique. C'est ce que le communiqué dit. Mais dans tous les cas, dans les analyses, on va forcément on ne fera pas abstraction de sa provenance politique. Ou le message, il est peut-être clair. Est-ce que ça ne cache pas une sorte de rupture entre Ousmane Gawal Diallo et l'UFDG? En tout cas, le murmure courait, mais puisqu'on est en politique, rien n'est dit encore. Parce que pour moi, tout est possible en politique. Ça peut être une stratégie de l'UFDG, de Seydou Dalein Diallo, d'avoir son homme au sein de l'appareil. Ce n'est pas exclu, et ça, je ne l'exclus pas du tout. Parce que, tant qu'on dise, Ousmane Gawal n'a pas démissionné officiellement de l'UFDG. Jusqu'à preuve contraire, il demeure membre de l'UFDG jusqu'à ce que sa démission se fasse. De l'autre côté, pour clore Tamba Zakari, Ousmane Gawal, le département dont il hérite, c'est un portefeuille assez stratégique. Habitat, aménagement du territoire. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsque je vois Conakry ou ma Guinée, j'ai mal au cœur de constater qu'après plus de 60 ans, qu'on soit encore dans cet état-là, qu'il n'y a pas de stratégie véritable, de politique véritable pour changer l'image de Conakry. Attends que je finisse. Vas-y, plus rapidement, Antoine. Pour moi, Ousmane Gawal, je ne ferai pas de cadeau à Ousmane Gawal. Parce que il a été opposant dans ce pays, il a beaucoup dénoncé. Donc c'est l'un des ministres qu'on va beaucoup avoir à l'œil. C'est-à-dire il n'a pas droit à l'erreur. Ousmane Gawal, d'accord avec toi. Non, il n'a pas droit à l'erreur. Les grandes gueules. Aujourd'hui, il est dans le viseur de la presse. Il est obligé de poser des actes concrets. Le cas contraire, on dira que toutes ces dénonciations qu'il a faites, c'était du néant. Il a fait pour rien parce qu'il a dénoncé juste pour être ministre. Maintenant qu'il est ministre, il est à l'œuvre. On espère qu'il va faire mieux que ses prédécesseurs. On espère qu'il fera mieux que le RPG. C'est un travailleur. Parce que l'habitat, on a vu Ibrahima Kourouma à l'habitat. C'est un travailleur, on l'a vu député de Gawal déjà. Ibrahima Kourouma à l'habitat a plus cassé que construit. Ousmane Gawal, on espère qu'il va construire. Parce qu'il n'y a pas d'esprit revanchard. Si Ibrahima Kourouma a cassé les bâtiments, donc on dit que c'était pour un peu faire plaisir à Alpha Condé, tout cela, dans le cadre d'un règlement de compte, Ousmane Gawal vient. On espère qu'il ne sera pas dans la même lancée, qu'il va mieux construire Conakry, au contraire de Ibrahima Kourouma, le démolisseur. 30 secondes. Même pas construire Conakry. D'abord, c'est un dossier brûlant sur les démolitions. Le Premier ministre l'avait dit, donc il a ce dossier qui l'attend, sans oublier le cas des habitants de Kapora équipés de Dimes, qui continuent à poursuivre le dossier, parce que le secrétaire général même du département a été interpellé par rapport à l'association pour dire qu'il a tenu un discours qui était quand même des contre-vérités. Donc il a cela à gérer. Je pense que lui et Mori, voilà des personnes aujourd'hui qui ont quand même quelque chose qui les attend. Effectivement, moi je venais dans le même sens pour dire que c'est vrai qu'il bénéficie aujourd'hui d'un poste ministériel, mais derrière je vois un autre piège, parce qu'il hérite d'un département qui a plein de problèmes. Aujourd'hui, il y a des maisons, il a dit Antoine, il y a des maisons cassées ça et là. Est-ce que les réhabiliter ou est-ce que aller dans le sens du programme qui a conduit à la démolition de ces maisons, de ces quartiers? Ce sont quand même des questions qu'il faut aujourd'hui se poser. Parfait. Voilà, donc c'est marqué, la machine est allumée. Vous avez vu Moussa Yeroba ce matin dans un autre L. Ce sera bien. Dans la deuxième partie, on va parler de magouille à EDG, des salaires de personnes qui seraient, comme on dit, certaines personnes sauteraient sur la grenouille, sur les salaires à EDG. On en parle, et puis le sujet pour lequel nous avons un invité, c'est celui de la réconciliation. Pourquoi y aller ? Comment y aller? C'est dans la deuxième partie et c'est seulement dans quelques minutes. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats. Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est
C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même.
Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour, Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends, c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace.
Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Retour donc en ce studio pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Vous êtes nombreux à réagir à ce programme. On vous le disait dès le début, c'est fait. Nous connaissons donc désormais les pièces du puzzle gouvernemental avec l'arrivée des 6 derniers. Parmi eux, 3 acteurs connus pour leur participation à l'animation de l'opposition politique en Guinée et 8 femmes sur l'ensemble de la nouvelle équipe. Vous avez suivi ce débat des 29,6% de femmes au gouvernement, ça fait 30. Voilà, et donc on poursuit. Des nominations qui illustrent donc parfaitement la volonté de souscrire à une gouvernance feutrée à l'inclusivité. L'inclusivité comme prémisse à la réconciliation nationale réclamée à corps et à cri par plusieurs acteurs de la vie publique guinéenne. On pose donc la question ce matin, réconciliation nationale, pourquoi et comment y parvenir? Ibrahima Seck, expert en gouvernance et consolidation de la paix, également point focal du Comité international des États fragiles, sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, lecture de quelques messages ce matin. Vous avez été nombreux à réagir. On va donc aller avec la régie. Si de ce côté vous êtes prêts, on commence lecture des messages. Le premier, c'est Ingénieur Moussa qui nous écrit. Il dit bonjour les GG. Maintenant que le groupe est au complet, je remercie le président. Mais on va commencer à compter pour les 100 jours de leur prise de fonction, car le peuple a grand espoir, sans oublier qu'il reste et demeure très vigilant. C'était donc Ingénieur qui nous écrivait. Ousmane Lenoble nous écrit également. Bonjour à toute l'équipe des GG. L'équipe gouvernementale est finalement au complet. Nous leur réclamons juste 2 termes, le patriotisme et la rigueur. En respectant ceux-ci, je suis convaincu qu'ils seront au service de la nation sans aucune distinction ethnique. On poursuit avec un autre, c'est Bouba Dial, notre Bouba Dial qui nous a écrit. Il y a un mot tel même qu'on appelle le silence. Là-bas, quel que soit le degré du match, pas de bruit, Bouba Dial, quand même. Comment vous nous envoyez un tel message? On va avancer avec Paté Kourou Diallo qui nous écrit. Les membres du gouvernement sont au complet. Cette transition inspire confiance. Félicitations au tout nouveau ministre. Mais celui de la culture aura de grands défis à relever. Il ne doit pas oublier le livre. Ce secteur souffre beaucoup, nous a-t-il dit. Et puis, Kadiata Madi Sherif nous écrit également, Kamak. Il dit bonjour les GG. Après les nominations, le CNRD doit passer à l'étape suivante en mettant les institutions de contrôle de l'action gouvernementale pour mieux démarrer la transition. Donc le silence de Gorko Soussaï n'était pas fortuit. On va avancer lecture des messages. Bonjour les GG, enfin 27 ministres au complet, une composition gouvernementale à la fois réunie, féminisée, rajeunie, féminisée et équilibrée. Que la compétence et l'intégrité inspirent ces nouveaux ministres. L'élan de la rupture est annoncé au travail. Un autre qui nous écrit, c'est Aliou Diakité qui nous écrit « Bonjour les GG, le gouvernement est maintenant au complet. On demande au CNRD de continuer son travail afin d'organiser une élection paisible. Je pense bien que Doumbouya peut changer la Guinée pour une Guinée émergente. » Signé Aliou Diakité qui nous écrit depuis Mandiana.
Est-ce qu'il y a un autre, Fatoumata Keïta? Ah, ça n'arrive pas souvent. Et je peux deviner ce qu'elle va dire. Nous souhaitons la réussite aux membres du gouvernement. Toutefois, nous restons sur notre fin quant à la parité homme-femme. Sur 52% de femmes de la population guinéenne, c'est dommage qu'on n'ait que 7 femmes sur 27 nominations. D'accord. On va avancer cette fois, c'est avec lettre vagabonde. Fatou Mata qui nous écrit, d'accord. 69,62%, c'est largement en dessous. Le quota des 30% est d'ailleurs un strict minimum. Ça veut dire logiquement que l'inclusion commence par 30%, une obligation juridique. Et l'effort est au-delà. La logique voudrait qu'on se rapproche beaucoup plus des 52%. D'accord, le message il est passé. Et puis Abdoul Simili qui nous écrit aussi, le gouvernement formé est un mixage composé d'acteurs sociaux, de cadres des partis politiques, anciennes mouvances et anciennes oppositions. C'est déjà bien, la Guinée est bien. Est un bien commun, d'accord. Chacun doit à son échelle apporter sa pierre au mur. Merci Abdoul Simili qui nous a écrit. Est-ce qu'il y en a un autre de ce côté dans César Guinée qui nous écrit la particularité de ce gouvernement, c'est sa diversité, surtout le consensus qui pourrait résulter des décisions qu'il sera amené à prendre. Nous avons demandé la fin d'un cycle éternel de recommencement, nous dit-il. Alors aujourd'hui, soyons exigeants, nous a-t-il dit. Et puis, on poursuit encore quelques messages. Youssef Kaba, lui, c'est l'inconditionnel de cette émission. Hein. Bonne chance et plein succès à l'équipe gouvernementale qui aura à charge de conduire la transition. Les attentes du peuple sont immenses. C'est l'occasion aussi pour ces politiques promus de prouver de quoi ils sont capables. Leur gestion sera scrutée à la loupe. On continue. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. On va donc faire lecture de quelques autres messages. Déjà des messages qui sont envoyés directement. La boîte aux messages de Moussaïro explose. J'espère qu'ils feront mieux pour le CNT et d'autres structures dont le message dit font moins que le dernier gouvernement qui était à 31%. Ah d'accord, donc ce gouvernement est fait moins que le gouvernement précédent qui était à 31%. Donc pas bien, la lutte continue. C'est Malado Kaba qui nous écrit. Et puis il y a cet autre message, dites à Djiba que c'est justement parce que les pesanteurs socio-culturelles existent qu'on devrait avoir plus de femmes. Les compétences féminines existe dans tous les domaines, malgré la faiblesse du nombre de certains secteurs, dans certains secteurs comme les filières scientifiques. Les pays qui font la promotion des femmes ont plus de chances d'obtenir de financement. Et ben voilà, de financement et de la considération dans le monde. Et l'on continue. Bouka nous écrit également, et je pense qu'il confirme ce que Antoine dit. Depuis 1958, la Guinée, ce département, il parle du département de la culture, n'a pas connu un bon ministre comme Bill de Sam. Il a toutes les qualités et les compétences pour relever les défis de ces départements. Mon professeur Bill est un fin connaisseur du monde de la culture. C'est Bouka qui nous écrit. Et puis Pouloto Lissan nous écrit également, il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe, félicitations et mes encouragements au ministre entrant. Prions Dieu qu'il soit à la hauteur des attentes du peuple guinéen, car beaucoup de défis sont à relever. Cependant, il faut plus de rigueur, nous dit-il, d'équité, de vigilance et d'intransigeance pour relever ces défis. Mais dites à Caps qu'il n'y a pas de musique. Ah d'accord, dites à Caps qu'il n'y a pas de musique dans des motels. Bonne journée à vous, c'est Poulo Toro Linsan, un fin connaisseur des motels qui a réagi au message de Caps. Et puis Abou Poutine Banco nous écrit également, Tamba, la parité entre hommes et femmes est un faux problème. Faux problème. Je pense que les femmes doivent se soumettre à la croyance de Dieu. Félicitations à la nouvelle PM de Vatican. Ah, d'accord. Merci donc à vous, Poutine Banco. Et puis, Sinani nous écrit également, bonjour Tamba et à toute l'équipe. Toutes mes félicitations à monsieur Ousmane Gawal Diallo, le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'aménagement du territoire, que Dieu le bénisse la Guinée. Mon colonel, on est pressé, prenez votre temps. Daouda Mohamed connaît très bien cette histoire de boîte de nuit. Ah d'accord.
On va donc avancer. Souleymane Konaté de l'UFDG nous écrit également « Ousmane Gawal Diallo est un modèle de courage, de ténacité, d'abnégation et d'engagement au service des autres. Il sera un excellent ministre qui va marquer de façon indélébile le département de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. » Félicitations et bon courage à lui. Maki Premier nous écrit bonne chance à tous les ministres, surtout Ousmane Gawal Diallo, qui a les compétences et le courage nécessaires pour ce poste. Maki Premier, Dar es Salaam, qui nous a écrit bonjour les GG, c'est Amadou Sesso, Amadou, c'est ton homonyme, depuis Sodefa. Madame Yero Madjadja, Monsieur Tamba a terminé le point. Ah d'accord. Donc j'ai terminé le point. Voilà. Bonjour les GG. Je voudrais attirer l'attention du CNRD sur le fait que la BCRG ne paye rien d'autre que le salaire, le fonctionnement reste toujours bloqué. Puis on va terminer avec ce dernier message. Bonjour Tamba et à toute l'équipe des pâtés de Kisoso. Je pense que l'acceptation de Ousmane Gawal Diallo d'être nommé dans ce gouvernement est synonyme de sa démission du parti de l'UFDG. Et puis sur Facebook, il y a un de nos téléspectateurs qui m'a dit quand j'ai dit que je n'étais pas là et puis tu as dit que tu étais en France, il dit Tamba avec ta grosse tête, on s'en fout de où tu étais. J'ai lu ce message. Effectivement, j'ai une très très grosse tête. On poursuit avec vous, mon cher Daouda, de la magouille à EDG. On m'a apporté ma facture hier. C'est 4 fois plus ce que j'ai l'habitude de payer. Mais parle-nous d'abord de la magouille. Là. Bien. Vous savez, EDG, depuis un certain temps, la dernière fois on en parlait dans ce studio, EDG constitue aujourd'hui un autre secteur qui crée des problèmes à la Guinée et aux Guinéens. On a englouti assez d'argent dans l'électrification de la Guinée, mais EDG est à un tournant où il est difficile d'atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui interpelle le plus? C'est que à EDG aujourd'hui, il y a un trio du DRH, mais aussi d'un certain nombre de cadres qui suivent la paye. À la fin du mois, parce que de ce que nous apprenons, dès le 27 du mois, EDG commence déjà les paiements des salaires. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ces trios qui se donnent le plaisir lorsqu'un travailleur, un employé par exemple, Antoine est payé à 3 500 000. Le 27, déjà les états de salaire sont prêts. Lorsque les états de salaire sont prêts, devant Antoine, au lieu de 3 500 000, il peut se retrouver avec 10 millions ou 15 millions. L'état de salaire est signé ainsi. Alors que, sur la base, son salaire, c'est 3 500 000. Maintenant, le virement, il est fait sur le compte d'Antoine. Mais entre-temps, derrière, on prend le téléphone pour appeler M. Antoine. Bonsoir, M. Antoine, c'est vous qui êtes au service à tel. Alors, il y a un problème technique au niveau du logiciel de paye. Au lieu de 3 500 000, on a viré sur votre compte 10 millions ou 15 millions. Mais puisque l'argent est déjà arrivé sur votre compte, vous allez retirer l'argent. Ben, c'est déjà arrivé. Bon, prenez 2 millions et voilà le numéro d'un compte courant qu'on vous communique. Voilà ce numéro. Remettez le reste là-bas. C'est là, on est rentré en contact avec... oui. Vous avez votre salaire et on vous demande de... Non, pas votre salaire. Vous n'avez pas suivi Tamba. Vous avez comme salaire 2 millions par mois. À la paye, on fait signer sur l'état des salaires, on fait signer 10 millions devant votre nom. Au lieu de 2 millions, c'est 10 millions qu'on sort. C'est 10 millions qu'on sort en ton nom. On fait l'ordre de virement qui est signé par l'agent de paye, le DRH et autres. On fait le virement à votre compte. Dès que le virement il est fait le 27 soir, c'est votre téléphone qui sonne, ça vient de Conakry. Bon, monsieur Tamba, on m'a fait votre virement aujourd'hui. Votre salaire c'est 2 millions, hein? Oui, mon salaire mensuel c'est 2 millions. D'accord, il y a un problème technique. Au niveau du logiciel de paye, on a viré 10 millions sur votre compte. Mais puisque c'est déjà arrivé chez vous, et prenez 2 millions ou 3 millions, retournez-nous les 5 autres millions. Et ça, on vous communique un numéro de compte courant
Sur lequel vous allez déposer l'argent. Cela se passe avec des agents, des employés à Conakry, mais aussi de l'intérieur du pays. J'ai eu de l'indiscrétion du côté de Garafiri, par exemple, le directeur de ce côté. On peut virer, par exemple, jusqu'à 20 millions, alors que son salaire n'est pas plus de 6 millions. On peut virer jusqu'à 20 millions. On l'appelle après. Ah bon, c'est déjà arrivé. Bon, prenez au moins votre bonus de 3 millions, restituez le reste. Et ça, on ne vous fait pas restituer au compte de EDG, mais c'est un numéro de compte courant qu'on vous communique et qui est personnel. Et le nom, c'est quoi le nom derrière un certain monsieur Keita et deux autres qui sont, dont les noms pour l'instant, et puisqu'on est sur les enquêtes, on continue. Maintenant, il y a eu un moment où il y a eu on s'est rendu compte que cette opération se passe. Il y a eu des enquêtes, on s'est rendu compte que cette opération se passe et le procureur a été saisi. La DPJ a été mis à la trousse pour rechercher les réels coupables de ces malversations. Il y a 30 personnes qui ont tout de suite été ciblées parce qu'on a compris le mouvement sur leur compte. Mais il y a eu la réunion qui a été convoquée. Tous ceux qui sont, dont les noms sont revenus dans ces situations de virement, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes en bas, votre salaire vous parvient. Un chef vous appelle derrière pour vous dire, bon, on s'est trompé, mais retournez-nous tel montant, vous pouvez prendre ça comme bonus. Il y a eu la réunion qui s'est tenue. Les gens ont reconnu effectivement qu'ils ont reçu de l'argent, mais ils ont été rappelés derrière pour leur demander de retourner un montant, mais tout en étant bonifié par rapport au mouvement qui s'est opéré à l'intérieur de leur compte. D'accord. Donc il y a eu des témoignages, des personnes ont été arrêtées. Incroyable. Des personnes ont été arrêtées. Il y a 3 qui ont été licenciés, le trio. Il y a eu des licenciements à ce niveau, mais il y a eu 30 autres qui ont été suspendus de leur travail et on leur demande de payer les 6 mois, de rembourser ce qu'ils ont reçu sans demander. On leur fait payer cela comme sous forme de prêt. Sous forme de prêt à EDG, comme si c'est eux qui avaient demandé à ce qu'on leur prête de l'argent. Donc aujourd'hui, ils sont suspendus, ils ne travaillent pas, mais ils font payer. Mais quand même. On leur fait payer. Il y a la comptabilité, ça c'est facile d'établir les responsabilités. Il y a la comptabilité. Et comment m'apprendrait-on que le directeur général, la direction générale n'est pas au courant de ça? Qui signe les états financiers? Il y a la direction générale qui est bien au courant. Il y a le service paye qui est bien au courant. Il y a le service paye qui est bien au courant. Il y a le DRH qui est bien au courant. Absolument. Tout se passe à ce niveau. Tout se passe à ce niveau. Dès que le régime Condé a chuté, il y a eu, parce que le dossier il était déjà là, il y a eu une commission qui a été constituée par le directeur général qui a demandé à ce que la chose soit résolue à l'interne. Et maintenant il fait le semblant, quoi. Voilà, pour que la chose soit résolue à l'interne. Mais puisque le procureur est déjà saisi, il y a des gens qui sont en prison, il faut le dire. Il y a des gens qui ont été contraints à un moment donné de démissionner pour ne pas lâcher le morceau. Qui ont démissionné et d'abord étant menacés, ils ont tenté de dévoiler tout, mais on les a mis en prison. Et ils sont aujourd'hui en prison. L'autre aspect, il faut le dire, c'est que les travailleurs de EDG sont assurés à une société d'assurance, l'ANALA Assurance. L'ANALA Assurance, si la régie peut nous montrer les cartes d'assurance, c'est qu'ils sont assurés à 100%. La prise en charge sanitaire est à 100%. Mais qu'est-ce qui se passe? La régie qu'ici on emploie, voilà. On a déjà vu un bout, mais un peu flou. Alors, on attendra donc de pouvoir afficher cela. Allez-y, Daouda. La prise en charge, elle est de 100%. Mais lorsque, par exemple, votre femme accouche dans une des cliniques, dans une des cliniques partenaires, on vous fait payer, si c'est par accouchement normal, on vous fait payer 1 million et EDG paye 2 millions. Et il y a des produits
qu'on ne vous donne pas. Parce que la pharmacie dit non, ça n'existe pas dans le contrat. Mais si c'est par césarienne, on vous fait payer 8 millions. Donc sur les 8 millions, EDG paye 5 millions, vous payez 3 millions. Pendant que la prise en charge, elle est de 100%. Si la carte, si on peut montrer la carte tout à l'heure, vous verrez que c'est à 100%. Mais on vous fait payer 3 millions et de l'autre côté, EDG paye 5 millions. Et ce contrat avec l'Anala Assurance, dont le patron, il est désormais le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, de ce qu'on a compris, c'est que c'est une affaire, comme on avait tenté du côté de l'Assemblée nationale à un moment donné, c'est une affaire qui est entre le patron de l'Anala Assurance et le trio, c'est-à-dire la direction générale, le DRH et le service de paie. Il y a ces prélèvements dont les travailleurs eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et l'autre mal dans cette affaire, c'est que, vous savez, lorsqu'on doit procéder à l'augmentation des factures, par exemple, les factures que vous recevez, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, votre facture a triplé. C'est que la facture, pour l'augmentation de la facture, le dossier doit être soumis à l'Assemblée nationale. Le gouvernement se penche là-dessus et arrive à l'Assemblée nationale. Absolument. Et cela est décidé. La politique des prix à la consommation. À la consommation. Mais pour EDG, cette fois avec bien sûr Bangali Mati, le directeur général, la facturation, même les facturiers n'étaient pas informés. Oui. On en a parlé la dernière fois avec les gladiateurs, avec le message qui a été envoyé. Il a dit, faites monter, appliquez les prix. Et s'il y a une crise, on va la gérer. On va la gérer. Donc, la facturation, l'augmentation des factures a été décidée de façon unilatérale, tout seul. Et les autres agents ont été soumis à cela. Et ils ont vécu ça comme ça, ils ont accompagné, même s'ils n'ont pas été associés. Et de l'autre côté, il y a aujourd'hui le syndicat qui est censé accompagner les travailleurs dans leur situation, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait 45 boîtes de lait qui étaient données à tous les agents de EDG, parce qu'ils sont en contact avec l'électricité. 45 boîtes de lait qui leur étaient données par... Non, 60 boîtes de lait par 2 mois. Par 2 mois, 60 boîtes de lait, c'est-à-dire une boîte de lait par jour. Mais depuis l'arrivée des nouvelles équipes avec ça c'était avec Veolia. Mais avec Mati aujourd'hui, ils sont entre 35 et 45 boîtes par 2 mois. Et c'est là aussi depuis 6 mois, de ce que nous apprenons, depuis 6 mois, ils n'en reçoivent pas. Ils ont reçu récemment, et ça c'est au compte de octobre, novembre, décembre. 45, c'est-à-dire 15 par mois. Et le syndicat censé travailler pour défendre les intérêts des travailleurs, une partie a été cooptée par la direction générale et envoyée à des postes de responsabilité. Certains à Conakry, d'autres à l'intérieur du pays, parce que... On leur a mis un bœuf sur la langue. Voilà, parce que de l'autre côté, il y a cette autre forme de retraite qui est aussi annoncée. Lorsque vous devez aller à la retraite à un niveau, vous sortez avec 140 millions de francs. Les grandes gueules. Comme ceux qui vous accompagnent à la retraite. Donc, certains ont été cooptés tout de suite pour ne pas parler. On les envoie à des postes de responsabilité pour préparer leur retraite, c'est-à-dire en décembre qui va suivre. Ils vont sortir avec chacun 140 millions et ils vont aller à leur retraite. Pendant ce temps, il y a des travailleurs, des agents qui sont à Pita, qui sont à Concouré, qui sont à Garafiri et Labé Haute, qui travaillent sur les installations, qui font des courses, des allers et retours sur les sites, qui n'ont pas droit même à un vélo. Alors que ce sont des agents qui sont en mouvement entre les sites, qui n'ont pas droit même à un vélo. Et quand vous achetez votre propre vélo ou votre propre moto, vous la carburez. Pendant ce temps, il y a des chefs de service qui ont jusqu'à 2000 litres par mois. 2000 litres. Comme dotation en carburant, qui ont jusqu'à 2000 litres par mois. Mais là, tu deviens un vendeur de carburant. Tu as 2000 litres. Et Daouda, d'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, il y a cette réaction de quelqu'un qui semble bien connaître ce dossier. Il dit, les virements de salaire avec un surplus, effectivement, il confirme et il dit, j'ai eu des infos, ça se passe aussi à Sangaredi. Et depuis, quelques comptes de certains impliqués ont été gelés. Voilà.
il y a également un autre communiqué, si Poutine voit bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bulletin de salaire qu'on donne aux travailleurs. Pour ce qu'on a dit sur cette question, on dit pour mesure de sécurité à ce niveau, et on ne publie plus les bulletins de salaire. On ne publie plus les bulletins de salaire. On dit, nous portons à la connaissance de tout ce que, dans le souci de protéger les informations à caractère personnel des employés, l'édition et la distribution systématique des bulletins de salaire sont suspendues à compter du mois de juin 2021, et ce jusqu'à nouvel ordre. Des actions sont en cours actuellement pour une solution sécurisée des informations du personnel afin d'un retour à la normale de mise à disposition des bulletins de salaire. Vous venez, vous prenez votre argent, vous n'avez aucune pièce qui justifie que vous avez effectivement reçu votre salaire, et c'est à tel numéro que vous avez reçu, à telle date que vous avez reçu. Et quel est le salaire véritable? Parce que si vous n'avez pas un bulletin de salaire, vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est quoi votre salaire. Vous n'avez pas de bulletin, vous ne savez pas quel est votre véritable salaire, et quels sont les prélèvements qui sont faits. Parce que c'était de 2% les prélèvements. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 5% les prélèvements. Et ça, les travailleurs, beaucoup parmi eux, ne savent pas c'est quoi leur salaire brut. D'accord. Donc, ces salaires et ces virements qui sont gonflés à EDG, vivement une réaction de EDG pour nous expliquer ce qui est en train de se passer, ces grandes erreurs inacceptables que Daouda met en lumière. Dibav, mais vraiment en 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, on est même sur une enquête au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous apprenons que les fonctionnaires qui sont, bon, pas les députés, à part les députés, il y a des fonctionnaires qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà, donc ceux-ci, aujourd'hui, sont victimes à peu près de la même chose. Nous apprenons que, normalement, une personne qui doit recevoir 5 millions comme salaire, ils reçoivent autour de 2 millions, 2 millions 500, et qui n'ont pas accès à leur bulletin de paye. Et il y a un règlement qui prévoyait que les députés renoncent à une partie de leur salaire au profit des fonctionnaires. Donc, est-ce que les anciens présidents de l'Assemblée nationale en savent beaucoup? Les questeurs qui se sont relayés au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous apprenons que lorsque vous venez, vous demandez votre véritable bulletin de salaire, on ne vous donne pas. Et il y a des informations qui filtrent comme quoi le salaire qui vient au niveau du ministère du budget est de 5 millions, mais ils ne perçoivent que 2 millions ou 2 millions 500. Donc ça, on va essayer de poursuivre cette enquête et pouvoir mettre ça à la portée du public. Antoine, pareil, s'il te plaît. Vous savez ce qui déçoit dans cette histoire? C'est le fait qu'on ait fait appel à un moment donné à des étrangers pour gérer EDG. Après leur départ, voici ce à quoi les Guinéens s'adonnent. Voici comment les Guinéens nous humilient aux yeux du monde. C'est-à-dire que les étrangers, on leur a reproché beaucoup de choses, mais de tels comportements, vous n'en verrez pas. Ceux qui y sont aujourd'hui ont été recrutés sur la base d'appels à candidature. Ils ont passé des tests pour être retenus. Pour la plupart qui sont aux différentes directions. Récemment, le DRH était en prison. Pourquoi? Pour la même raison. Il a augmenté son ancienneté au sein du EDG. De 18 millions de francs guinéens, il se retrouve à 40 millions de francs guinéens comme salaire. Il a passé une semaine en prison. Il n'est pas le seul. On a fait de même pour beaucoup de directeurs à EDG. Parce que quand tu es ancien à EDG, ton salaire augmente. Donc, ils sont venus, ils ont moins d'un an à EDG. Ils se sont octroyés 8 à 10 ans, à 18 ans de carrière à EDG. Ce qui de fait, leur octroie beaucoup plus de montants comme ça, salaire. mon cher Antoine, encore ça ne se passe pas sans la direction des ressources humaines. Et la direction générale. Ça ne se fait jamais. C'est important qu'on ait leur version des faits, parce que c'est la seule entité en Guinée, ou l'une des seules en Guinée, où il n'y a pas de répondant. Je ne comprends pas. Non, cette fois, ils auront le directeur général. Cette fois, nous aurons c'est très grave. Voilà, cette fois, nous aurons des répondants, mon cher Antoine. Le pays est commandé. Et il est commandé par Doumbouchou. Transition, et on se retrouve juste derrière. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience.
Nous vous l'avons annoncé depuis le début de cette émission. Nous connaissons bien évidemment toute l'équipe gouvernementale désormais, mais un des chantiers qui ont été annoncés, c'est bien celui de la réconciliation nationale, parvenir à une nation unifiée de la Guinée, justement. Mais comment et surtout pourquoi réconciliation nationale? En a-t-on vraiment besoin? Si oui, comment on doit s'y prendre? Comment parvenir à cela? Un expert veut répondre à ces questions ce matin dans les grandes gueules. C'est Ibrahima Seck, expert en gouvernance et consolidation de la paix. Il est également point focal du Comité international des États fragiles. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour Monsieur Tamba, bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. Mon cher Diba, Moussaïron, on commence avec vous. Bien, alors, généralement, on parle de réconciliation avec des pays qui sont sortis de guerre, mais chez nous, la question est souvent revenue parce que c'est vrai que la Guinée a une histoire de violence, on n'a pas poussé le bouchon jusque-là, mais pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on devrait parler de réconciliation nationale? D'où devrait-on partir pour se réconcilier? Merci beaucoup et je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte. C'est bien vrai que beaucoup de pays qui ont connu des guerres aujourd'hui parlent de réconciliation nationale, mais il faut comprendre le prisme de réflexion de la problématique de la réconciliation nationale. De mémoire d'homme, partout où la réconciliation nationale est intervenue, c'est suite à des violations des droits de l'homme. Lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, on parle de réconciliation nationale. Et l'interlocuteur privilégié dans le cadre de la violation des droits de l'homme, c'est bien entendu l'État. Et peu importe l'envergure de la violation, à quel moment dit-on, oui, à ce niveau, on a besoin de réconciliation nationale? À quel moment précis? Très bien. Si vous faites la périodisation de l'histoire de la Guinée, de 1958 à nos jours, vous allez relever qu'il y a eu des événements tristement célèbres qui sont marqués par la violation des droits de l'homme. C'est soit des crimes de guerre, c'est quoi des crimes contre l'humanité ou des génocides. Des crimes de guerre en Guinée? Non, pas. Je dis, ce sont le contexte guinéen. Vous pouvez au jour d'aujourd'hui, lorsque je vous demande, M. Tamba, de me citer quelques événements tristement célèbres de 1958 à nos jours, vous allez me parler des violences d'État. À ce niveau, ce serait très précipité de qualifier la nature des violations des droits de l'homme. Mais on peut arriver à la conclusion qu'effectivement, il y a eu des violations des droits de l'homme en Guinée. Dans ce contexte, l'État est l'unique responsable des violations des droits de l'homme. La réconciliation doit exister dans ces conditions. Je vais donner la parole aux autres tout à l'heure. Ma dernière question, finalement, c'est qui réconcilie-t-on? L'État, le citoyen ou citoyen entre eux? Très bien. Il n'a pas répondu à la question. Pourquoi se réconcilier? Pourquoi, enfin? La réconciliation nationale, c'est ce processus qui permet au pays de regarder le passé tumultueux vers un avenir partagé. N'est-ce pas une nécessité pour la Guinée? Le 5 septembre, le président de la transition a annoncé que l'une des priorités du pays, c'est de procéder à la réconciliation nationale. C'est parce que justement, il y a des événements tristement célèbres qui ont marqué l'histoire sociopolitique de la Guinée. Ça nous permet de regarder notre passé avec objectivité vers un avenir partagé. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde notre histoire, 58, 70, 85, le Kougara, de janvier-février 2007, 2009 au stade du 28 septembre, ainsi de suite, et également le troisième mandat et tout. Mais on a l'impression souvent c'est un problème entre l'élite et le peuple. Alors, est-ce que c'est l'élite qu'il faille réconcilier avec la population ou c'est la population elle-même? Justement, il faut déloger. Pour appuyer la question de Guiba, est-ce que s'il s'agit de l'élite, donc l'État, s'il s'agit de l'État, est-ce que c'est de réconciliation qu'on a besoin ou simplement de justice? Dans le cas spécifique de la Guinée, il faut déloger la problématique de la réconciliation nationale entre les communautés, entre les religions, entre les régions, pour la loger entre l'État et la population. Et pour ce faire, il y a un modèle qui a été expérimenté dans plusieurs pays. C'est la justice transitionnelle. Ce n'est pas parce que nous sommes en transition que la justice s'appelle justice transitionnelle. C'est un ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires qui permettent de passer d'un passé conflictuel douloureux vers un avenir partagé. Pour ce faire, il est conseillé de mettre en évidence 5 principes. Vous avez la recherche de la vérité. Lorsque vous êtes engagé dans un processus de réconciliation nationale, vous devez avoir comme objectif la recherche de la vérité. D'accord. Lorsqu'il y a violation des droits de l'homme, les gens pensent que la recherche de la vérité... On est dans le comment. Dans le comment, bien entendu. La vérité fait mal, mais le silence tue. Donc, le premier principe de la réconciliation nationale, c'est la recherche de la vérité. Le deuxième principe, ce sont les réformes institutionnelles. Il faut avoir des institutions fortes, capables de lire le droit,
ce n'est pas une personne qui va dicter le droit. Il faut qu'on ait des institutions fortes, parce que je vous ai dit que ce sont des mécanismes judiciaires et non judiciaires qui nous permettent de passer d'un passé conflictuel douloureux vers un avenir partagé. Troisième principe, bien entendu, après les réformes institutionnelles, vous avez bien entendu les réparations. Les réparations, il faut tenir compte de la sociologie du milieu. Lorsque quelqu'un perd des biens, et notre perd plusieurs membres de la famille, vous ne pouvez pas proposer une indemnisation à quelqu'un qui a perdu plusieurs membres de sa famille en lieu et place de la recherche de la vérité, de la reconnaissance, d'une prière collective. Et quelqu'un d'autre qui a perdu beaucoup de biens a beaucoup plus besoin d'indemnisation de la situation. Le pardon, la réconciliation nationale ne se dicte pas. La réconciliation nationale se cultive. Et si nous voulons arriver à une réconciliation nationale, nous devons oser, avec une volonté politique réelle, d'interroger le passé, identifier les événements tristement célèbres qui... Vous avez parlé, Oudjara, vous avez parlé du 28 septembre. Voilà des événements sur lesquels des experts doivent travailler pour permettre aux Guinéens de sortir la vérité. Et les problèmes qu'ils auront traités du point de vue juridique vont l'être, et d'autres vont être traités dans le cadre des réformes extrajudiciaires. Une question très complexe sur la question de la réconciliation 2. Il y avait une commission provisoire qui a été mise en place, qui a été guidée par des religieux. Des rapports ont été faits dans tout le pays. Et est-ce que cette approche, vous la partagez? Quel est votre avis dessus? Et deuxième chose, vous parlez de justice transitionnelle. Beaucoup disent que non, il faut aller vers une justice classique, c'est-à-dire instruire un dossier, aller vers des sanctions pénales. Est-ce que vous pensez, parce que qui parle de réconciliation parle de vérité, est-ce que vous pensez qu'il faut, en lieu et place d'une justice transitionnelle où il faut reconnaître, indemniser et tout, est-ce qu'il faut une justice classique cette fois-ci qui va instruire les dossiers inculpés déjà et bien sanctionner? Oui, parce que je veux commencer par... Oui, parce que réparation, vérité, c'est la vocation de la justice. Justement. Les poursuites pénales font partie des 5 piliers, justement, dans le cadre d'un processus de réconciliation nationale. Pourquoi on fait les poursuites pénales? C'est pour obtenir une garantie de non-répétition. Il faut avoir des institutions fortes pour pouvoir lire le droit, sanctionner les coupables, parce que la mémoire collective a besoin d'exemples. Donc les poursuites. Mais à mon avis, on ne doit pas simplement partir sur la base d'une justice classique. Parce que tous les dossiers doivent ne pas être gérés au niveau de la justice. D'autres, on peut constituer des commissions vérité, réconciliation, des comités vérité, justice et réconciliation. Donc voilà un peu les mamelles. Je vous ai dit que ce sont des mécanismes judiciaires et non judiciaires. Lorsque vous voulez faire passer de 1958 à nos jours tous les événements par la justice, il va de soi que vous aurez vraiment du pain sur la planche. C'est un processus. Je vais finir avec l'autre. Oui, il nous a manqué réellement une volonté politique affichée. Il n'y a pas de réconciliation nationale. Non, mais... Il disait tout à l'heure de déloger, comment on appelle, cette histoire de réconciliation entre les communautés pour la loger entre l'État et la population. Vous pensez qu'en Guinée, il n'y a pas de problème avec les communautés? Même s'il y a des problèmes avec les communautés, la réconciliation nationale intervient. Entre les communautés. Même s'il y a des problèmes entre les communautés, le principal interlocuteur responsable, c'est l'État. La manipulation? Oui. Est-ce qu'il y a une portion du territoire national où l'État n'intervient pas? L'État n'existe pas. S'il y a un problème entre les communautés, quelles sont les dispositions que l'État a prises pour prévenir, par exemple, un conflit ethnique? Lorsqu'il y a eu le conflit ethnique, qu'est-ce que l'État a fait pour empêcher la répétition d'un tel conflit? Lorsqu'il y a une floraison de conflits de ce genre, la responsabilité est imputable à l'État. La dernière question, Antoine Kourouma. Oui, avec l'arrivée du CNRD, vous l'avez dit, Doumbouya a annoncé que l'un de ses vœux serait que la Guinée se réconcilie. Alors dites-nous, parlons de ce que la Guinée a vécu de par le passé. Qu'est-ce qui, selon vous, a occasionné tout cela? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, a pu marquer et qui ne doit plus se faire au temps du CNRD? Eh bien, pour moi, il y a eu de l'État et de la nation en République de Guinée. Nous avons vécu un État fictif, parfois un État démissionnaire, d'aucuns même parlent d'un État partisan. Un État, c'est un régulateur social. Un État, c'est vraiment cet instrument qui garantit l'unité, la sécurité entre les citoyens. Lorsque l'élite faillit à sa responsabilité, bien entendu, nous allons vivre dans une situation de fragilité. Donc, à mon avis, il faut passer à revue la problématique de l'État et la problématique de la nation. Il
Lui, de donner un conseil au CNRD, parce que le président de la transition a dit que la justice va être la boussole qui va orienter le peuple de Guinée. Quelle forme de justice aujourd'hui cette réconciliation devrait prendre? Je vais proposer la justice transitionnelle comme mécanisme de réconciliation nationale, qui est l'ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant de passer d'un passé conflictuel douloureux. Oui, Maintenant, il faut l'ancrage institutionnel. On a parlé justement de la réconciliation nationale. Vous avez vu l'architecture de l'équipe gouvernementale. À quel niveau on peut loger la problématique en tant que priorité? On peut la loger naturellement au niveau du ministère de la Justice. Mais aussi, on peut se permettre au niveau de la primature de trouver un positionnement extrêmement important pour permettre des interactions sociales et arriver vraiment à une réconciliation nationale, parce que le Premier ministre qui guide l'action gouvernementale et qui l'accorde. Ou un comité présidentiel pour la réconciliation nationale. Un comité, une agence, un secrétaire d'État au niveau qui relève automatiquement de l'autorité du Premier ministre, ou bien au niveau du ministère de la Justice. On crée vraiment une direction assez forte qui va essayer de permettre aux Guinéens de sortir d'un passé conflictuel, tumultueux et douloureux vers un avenir partagé. Tumultueux, douloureux, vers un avenir partagé. Ce sont des mots que vous n'allez pas oublier. C'était donc Ibrahima Seck. Ibrahima Seck, expert en gouvernance et consolidation de la paix. Il nous a fait le privilège de l'avoir dans ce studio pour parler d'une des problématiques les plus prégnantes de la gouvernance politique en Guinée, la réconciliation nationale. Merci, Monsieur Seck, d'être passé dans les grandes gueules. Merci Antoine Kourouma, merci à Caps Daouda, merci. Et vivement que l'on puisse poursuivre ce dossier d'enquête avec EDG qui fait gonfler les salaires pour en retirer une partie après. On verra ce qu'il en est avec EDG. Vivement, donc, une expression de leur part. Et puis, une communication de leur part. Moussa Hiro, merci également d'être passé dans les grandes gueules d'Iba Milimono Mafoudia, qui n'est plus ici. Merci à vous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices des grandes gueules. C'est la dernière donc de la semaine. Lundi, ce sera Lamine Guérassi que vous allez retrouver juste derrière moi. Côté radio, vous aurez celui que l'on appelle ici le Waraba. C'est le lion qui grogne, qui rugit. Ce sera donc Salim Soirée dans son programme. Merci à Madousso qui a permis, côté radio, que vous m'entendiez, à la régie, l'homme de nuit, Papoutou. Et ce sont donc les hommes de cabinet Condé. Merci pour tout le travail. On se dit à lundi. Restez en compagnie de nos programmes. C'est difficile de trouver mieux ailleurs.